Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration. Nous allons plonger ensemble au cœur d'un des moments les plus intenses, les plus vertigineux et les plus intimement politiques de l'histoire parlementaire contemporaine de notre pays. Nous allons parler de la vie, de la mort et de la manière dont les institutions de la République ont, l'espace d'une journée, vacillé sur leur base historique. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui résume à lui seul cette secousse politique inédite. Projet de loi sur la fin de vie et l'aide à mourir, le jour où l'exécutif a vacillé. Hier, à l'occasion d'un ultime vote solennel, l'Assemblée nationale a adopté cette réforme sociétale majeure. Une loi historique, portée à bout de bras depuis des années par des figures comme l'ancien député Olivier Falorni, pour qui ce texte est le combat d'une vie entière. Mais alors que la majorité aurait pu célébrer ce qu'elle considérait comme l'aboutissement humaniste de ce quinquennat, un coup de théâtre est venu tout bousculer la veille même de ce scrutin. En coulisses, les téléphones ont chauffé, les visages se sont crispés au sommet de l'État, et l'exécutif a montré des signes de panique inédits. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris une décision de dernière minute qui a stupéfait l'opinion publique et son propre camp. L'annonce de la saisine immédiate du Conseil constitutionnel sitôt le texte voté. Pourquoi un tel revirement à la toute dernière seconde ? Comment ce texte, poli par des mois de débats, une convention citoyenne et des navettes parlementaires acharnées, s'est-il retrouvé ainsi au bord du précipice juridique ? Est-ce un aveu de faiblesse politique ? Une manœuvre habile pour calmer une fronde interne ? Ou la prise de conscience sincère que cette loi comporte des failles constitutionnelles majeures susceptibles de fragiliser notre pacte social ? Durant cette émission, nous allons décortiquer sans tabou les faits, le texte de loi, les secrets de cabinet, et apporter des réponses concrètes aux questions fondamentales qui touchent à ce thème. Replaçons d'abord le décor pour comprendre l'origine de cette secousse. Avant-hier, mardi 14 juillet 2026, alors que le pays célébrait sa fête nationale, une onde de choc a traversé les rédactions politiques. Par un communiqué de presse lapidaire publié en milieu d'après-midi, Matignon a annoncé que le Premier ministre Sébastien Lecornu saisirait le Conseil constitutionnel sur une partie des dispositions de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, immédiatement après le vote final à l'Assemblée nationale qui s'est tenu hier, mercredi 15 juillet. C'est une annonce d'une extrême rareté. En temps normal, la saisine des sages de la rue de Montpensier est l'arme de l'opposition. Ce sont les députés ou les sénateurs minoritaires qui contestent un texte pour tenter de le faire censurer. Voir le chef du gouvernement, celui-là même qui est censé appliquer la politique de la nation et qui a laissé son camp défendre ce texte, annoncer qu'il va lui-même contester sa propre loi devant la plus haute juridiction du pays, c'est stupéfiant. C'est l'image même d'un exécutif qui tremble sur ses bases. Mais pourquoi ce timing ? Pourquoi attendre la veille du vote solennel pour sortir du bois ? Rappelons que Sébastien Lecornu s'est muré dans un silence de plomb sur ce sujet depuis des mois. Contrairement à d'autres ministres ou au président de la République qui présentait cette réforme comme le phare sociétal du mandat, Lecornu a toujours affiché une prudence de sphinx. Récemment encore, devant le Sénat, il avait promis, je cite, que le débat aurait lieu jusqu'au bout, tout en accordant une liberté de parole et de vote totale aux membres de son gouvernement. Un signal faible
qui montrait déjà que l'unanimité était une illusion au sein de l'équipe ministérielle. En réalité, ce que révèle cette annonce de dernière minute, c'est une immense détresse politique et technique. Le gouvernement s'est rendu compte, un peu tard, que la machine législative s'était emballée et qu'il avait perdu le contrôle des équilibres fondamentaux du texte. En coulisses, la pression des soignants, des représentants religieux, mais aussi de juristes éminents est devenue insoutenable. Le président du Sénat, Gérard Larcher, avait déjà annoncé de son côté qu'il saisirait le Conseil constitutionnel, tout comme 60 sénateurs de droite et du centre. En prenant ainsi les devants, Sébastien Lecornu tente un coup de poker politique. Il essaye de désamorcer la charge de l'opposition en se portant lui-même garant de la constitutionnalité de la loi. Mais ce faisant, il envoie un message dévastateur à sa propre majorité. Le texte que vous avez voté comporte des risques juridiques majeurs. C'est un aveu de fragilité technique et éthique absolument retentissant. Pour comprendre la violence de ce séisme politique, il faut mesurer l'investissement humain derrière cette loi. Car cette loi, elle a un visage, elle a un nom. Olivier Falorni. Pour l'ancien député, désormais maire de La Rochelle, l'aide à mourir n'est pas un simple dossier technique. C'est le combat d'une vie entière. Olivier Falorni décrit ce parcours législatif comme, je le cite, un marathon avec des haies. Et Dieu sait si les haies ont été hautes. En 2021, il avait déjà déposé une proposition de loi pour ouvrir le droit à une fin de vie libre et choisie. À l'époque, le texte avait suscité un élan transpartisan historique à l'Assemblée. Mais des députés d'opposition avaient fait obstruction en déposant des milliers d'amendements pour empêcher le vote dans les temps impartis. Pour autant, Falorni n'a jamais abandonné. Porté par le souvenir de ses proches, habité par les témoignages de milliers de familles confrontées à la souffrance absolue de la dégradation physique, il a patiemment reconstruit son projet. Le processus qui nous amène à ce jour de juillet 2026 a été d'une densité exceptionnelle. Il y a eu la Convention citoyenne sur la fin de vie, des dizaines de rapports, des auditions interminables des soignants, des philosophes, des cultes. Finalement, 2 lois distinctes ont émergé. D'une part, une loi purement consensuelle sur le développement des soins palliatifs promulguée le 26 mai dernier. D'autre part, ce texte hautement inflammable instaurant un droit à l'aide à mourir. Hier, l'Assemblée nationale a adopté ce texte en lecture définitive. Olivier Falorni, présent dans les tribunes de l'hémicycle, ne cachait pas son émotion, les larmes aux yeux, évoquant, je cite, tous ces visages et toutes ces voix, des personnes qui n'auront pas connu cette évolution législative obtenue après tant d'années de lutte. Mais ce triomphe politique est aujourd'hui entaché par les doutes profonds instillés par le sommet de l'État. Comment l'exécutif a-t-il pu laisser Falorni et les parlementaires mener ce combat jusqu'au bout pour finalement jeter une suspicion d'inconstitutionnalité sur la ligne d'arrivée? C'est la question qui brûle aujourd'hui les lèvres de tous les partisans de la réforme. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont ces fameuses dispositions qui font trembler le Premier ministre et ses conseillers juridiques? Pourquoi ce texte est-il jugé si fragile? La proposition de loi prévoit un mécanisme précis. L'aide à mourir consiste à autoriser et accompagner un malade qui a demandé à recourir à un produit létal. La règle absolue posée par le texte est l'auto-administration. C'est le malade lui-même qui doit s'injecter ou boire le produit. L'administration par un tiers, un médecin ou un infirmier, ne doit être qu'une exception absolue, réservée aux personnes physiquement incapables de faire le geste.
Pour y avoir droit, le patient doit remplir 5 conditions strictes. Être majeur, de nationalité française ou résident régulier, être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychique insupportable et, point névralgique, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Mais c'est précisément là que le bât blesse. Les critiques du texte, relayées par de nombreuses associations de patients et de soignants, dénoncent un manque cruel de garde-fous pour les personnes vulnérables. Comment s'assurer, hors de tout doute raisonnable, qu'une personne âgée, isolée, fatiguée d'être une charge pour ses proches, exprime une volonté réellement libre et éclairée et non influencée par son entourage ou par la détresse psychologique? Mais le point le plus explosif, celui qui motive principalement la saisine de Sébastien Lecornu, concerne la clause de conscience des établissements de santé. Les soignants disposent d'une clause de conscience individuelle. Aucun médecin, aucun infirmier ne peut être contraint de participer à une aide à mourir. En revanche, le texte de loi refuse d'accorder cette clause de conscience aux établissements de santé eux-mêmes. Concrètement, cela signifie que des hôpitaux confessionnels, des maisons de retraite privées ou des centres de soins palliatifs gérés par des fondations ayant des valeurs éthiques opposées à l'aide active à mourir seraient légalement obligés de laisser la procédure se dérouler dans leurs murs. Pour de nombreux juristes et pour les opposants à la loi, c'est une violation caractérisée de la liberté d'association et de la liberté de conscience collective, des principes fondamentaux reconnus par notre bloc de constitutionnalité. En refusant d'intégrer cette clause de conscience des établissements, la majorité a créé une vulnérabilité juridique béante. Sébastien Lecornu le sait. Sur ce point précis, la censure du Conseil constitutionnel est une possibilité réelle. Mais derrière la bataille des articles et des procédures juridiques, il y a la réalité nue de la souffrance humaine. C'est ce que nous rappelle avec force une tribune poignante publiée dans les colonnes du journal La Croix sous le titre « Fin de vie, nul ne devrait avoir à choisir entre souffrir et mourir ». Ce texte pose une question philosophique et médicale cruciale. Notre société a-t-elle failli dans sa promesse d'accompagner la souffrance ? La promesse républicaine, c'est de garantir à chacun une fin de vie digne grâce à des soins palliatifs de qualité. Or, la réalité du terrain est bien souvent différente. Le manque de moyens, de lits, de personnel formé fait que de nombreux compatriotes meurent encore dans des conditions de douleur inacceptables. Pour les partisans de l'aide à mourir, proposer cette option est un acte de compassion ultime, une liberté fondamentale accordée à l'individu souverain sur son propre corps. Mais pour les opposants, et notamment les collectifs de soignants en soins palliatifs, introduire la mort administrée comme une solution médicale équivaut à un renoncement collectif. C'est envoyer le message qu'au-delà d'un certain seuil de dégradation, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est la crainte d'un glissement éthique irréversible. L'aide à mourir risquant de devenir, par économie ou par commodité, une solution face à des soins palliatifs qui coûtent cher en temps et en argent. La tribune de Damien Leguet, publiée sur le site du Figaro, interpellait directement les parlementaires à la veille de ce vote décisif. Je le cite, « Mesdames et messieurs les députés, soyez dignes de vos scrupules et votez en conséquence. » Le philosophe appelle les élus à ne pas céder à la discipline de groupe ou à l'opportunisme politique sur un sujet aussi grave, mais à écouter leur intime conviction. Car maintenant que la loi est votée, maintenant que la frontière éthique est franchie, le retour en arrière est quasiment impossible. Le principe intangible de la dignité humaine,
socle de notre droit depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, est au cœur des enjeux. Alors, comment analyser politiquement ce séisme? Pourquoi l'exécutif a-t-il vacillé de la sorte? Pour y répondre, il faut regarder la réalité de la majorité gouvernementale. Ce texte sur la fin de vie a profondément fracturé le camp présidentiel et les alliés du gouvernement. D'un côté, une aile gauche et libérale, incarnée par la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet ou par Olivier Falorni, qui pousse pour une rupture sociétale majeure et regrette la frilosité du Sénat. De l'autre, une aile conservatrice, très sensible aux arguments des milieux médicaux et des familles chrétiennes, qui considèrent ce projet de loi comme une dérive éthique inacceptable. Sébastien Lecornu se retrouve pris en étau. En tant que Premier ministre, il doit maintenir la cohésion d'une coalition gouvernementale extrêmement fragile. Il sait que s'il laissait le texte être adopté en l'état sans réagir, il s'exposait à des démissions au sein de son cabinet et à une rupture définitive avec la droite sénatoriale menée par Gérard Larcher, dont il a cruellement besoin pour faire voter ses futurs budgets et réformes économiques. L'annonce de la saisine du Conseil constitutionnel est donc une soupape de sécurité politique. En confiant le sort final de la loi aux sages, le Premier ministre s'en lave les mains d'une certaine manière. Il a permis aux députés d'adopter le texte, offrant ainsi une victoire symbolique à Olivier Falorni et à l'aile progressiste, tout en garantissant aux conservateurs et au Sénat que les dispositions les plus contestables seront passées au crible constitutionnel. C'est une tactique de temporisation qui montre à quel point l'autorité de l'exécutif est aujourd'hui fragmentée, incapable de trancher souverainement et obligé de s'en remettre au pouvoir des juges pour arbitrer ses propres contradictions. Nous arrivons au terme de cette réflexion et la question qui se pose désormais est la suivante: que va-t-il se passer maintenant? Le vote final à l'Assemblée nationale ce mercredi 15 juillet n'a été qu'une formalité technique, mais l'essentiel est ailleurs. Le véritable match commence maintenant, dans les salons feutrés du Conseil constitutionnel. Les sages vont devoir répondre à une problématique vertigineuse. Les équilibres de ce texte, qui permettent à l'État d'organiser légalement la mort donnée, sont-ils fidèles au principe de sauvegarde de la dignité humaine? Si le Conseil valide l'intégralité du texte, la loi sera promulguée, ouvrant la voie à une application concrète qui nécessitera de toute façon de longs mois de décrets d'application, probablement pas avant début 2027. Mais si les sages censurent la loi, en particulier sur l'absence de clause de conscience pour les établissements ou sur la protection des personnes vulnérables, deux scénarios sont envisageables. Soit le président promulgue la loi amputée des dispositions invalidées, ce qui est le plus fréquent, soit il demande au Parlement une nouvelle délibération. Mais quoi qu'il en soit, ce serait un désaveu cuisant pour la majorité et le symbole d'un immense gâchis politique. Ce que cette séquence nous aura appris, c'est que sur les sujets qui touchent à l'intime, à la mort, au sens même de notre condition humaine, la politique politicienne perd ses droits. L'exécutif a vacillé parce qu'il a tenté de traiter comme un simple dossier technique ce qui relève de l'âme d'une nation. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce décryptage. Ce débat est loin d'être clos et nous allons continuer à vivre ces rebondissements pas à pas. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.